Si tu mets des vestes, même quand il fait pas froid, si t'aimes bien superposer tes vêtements ou encore que tu aimes bien porter de l'oversize mais sans trop savoir expliquer pourquoi, sache que tes choix ne sont pas juste esthétiques, ils sont sociaux. Et au Japon, cette manière de s'habiller a un nom, on parle de layering. Récemment, j'étais sur TikTok, je scrollais, comme les 3 quarts du temps de ma vie finalement, bref, et je suis tombée sur des TikTok qui disaient à peu près tous la même chose. Au Japon, les meufs s'habillent trop bien et ça me fait... Les japonaises s'habillent super bien. Les Japonais s'habillent trop bien. Et c'est vrai. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant ce qu'ils portent, mais plutôt pourquoi. Pourquoi on voit au quotidien autant de gens qui ont cette même manière si précise de s'habiller? Pourquoi on voit autant de superpositions, autant d'oversize, autant de volume? Bref, tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler layering. On va voir en quoi ce style est littéralement partout, peut-être même dans ton dressing. Et surtout, on va voir en quoi ce style n'est absolument pas juste une tendance, mais bien un mode de vie. Bienvenue dans ce deuxième Fit and Fact, l'histoire du layering. Ok, pause 2 secondes avant de commencer parce que je sais que le terme layering, on l'entend partout en ce moment, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de t'expliquer ça de manière assez simple. Le layering, c'est construire une tenue en superposition. Mais pas pour une question d'avoir chaud ou d'avoir froid, c'est surtout parce que chaque couche a un rôle. La première couche, elle sert à la structure. La deuxième, elle sert au confort. Et la troisième, elle sert à garder un équilibre de la silhouette. Et surtout, il y a une règle d'or, aucune pièce ne doit être la star. Donc en gros, si tu fais une tenue et que tu superposes des vêtements, et que dès que t'enlèves une pièce, ta tenue, elle fonctionne encore, ça veut dire que toi-même, t'étais déjà dans une espèce de logique de layering. Mais attention, le layering, c'est pas juste empiler des vêtements par-dessus les autres, c'est organiser des volumes. Visuellement, ça donne donc des silhouettes plus larges, des vêtements qui se chevauchent, des longueurs différentes, plutôt que des pièces qui attirent toute l'attention. Et surtout, le layering ne montre jamais rien d'un coup. Il laisse deviner. Et maintenant que t'as ça en tête, garde-le bien pour le reste de la vidéo, parce qu'en fait ici on va voir que le layering, ça vient pas du tout de la mode, mais ça vient de beaucoup plus loin. Ici on va pas se demander comment faire du layering, mais plutôt pourquoi cette manière de s'habiller, elle est devenue totalement lambda et normale au Japon. Et pour répondre à cette question, on va remonter un petit peu plus loin. En fait, au Japon, le vêtement, il est pas pensé pour se montrer, mais plutôt pour se situer. Donc se situer, ça veut dire, en gros, trouver sa place parmi les autres. Dans la rue, dans les métros, enfin globalement dans tous les endroits où les corps se croisent en permanence. Et dans ce contexte-là, le vêtement, il sert donc à gérer la proximité. Alors que dans beaucoup de cultures, le vêtement, il est là pour se montrer, pour attirer l'attention. Au Japon, c'est souvent tout l'inverse. Le vêtement, il est là pour ne pas imposer son corps, pour ne pas déranger. Et c'est là que le layering y joue un rôle très important parce que en ajoutant des pièces, en ajoutant du volume, de la superposition, de l'oversize, on crée de l'air entre le corps et le vêtement et du coup ça crée un espèce d'espace symbolique. De sorte à ce que même quand le corps il est proche d'un autre corps, la silhouette elle reste douce et du coup il y a un espèce d'espace. Et cet espace symbolique au Japon il a un nom très important, on parle de ma. Et au Japon, cette idée de ma, on la retrouve partout. On la retrouve dans l'architecture, on la retrouve dans les vêtements ou encore dans l'art. Mais si l'espace est important au Japon, ce n'est pas juste une question de vêtements, c'est parce qu'il existe en amont une manière de voir le monde, une manière qui dit que tout n'a pas besoin d'être parfait, d'être définitif ou d'être complet. Et cette manière de voir le monde, elle a un nom. Ça s'appelle le wabi-sabi. Le wabi-sabi, c'est l'idée qu'une chose belle n'a pas besoin d'être impeccable, c'est une chose qui a vécu. Leonardo Cohen, qui est un théoricien de l'esthétisme, a consacré tout un livre à ce concept esthétique et il a donné la définition suivante du wabi-sabi que je trouve trop belle. Le wabi-sabi, c'est la beauté des choses imparfaites, impermanentes et incomplètes, c'est la beauté des choses modestes et humbles, c'est la beauté des choses atypiques. Mais pense-le concrètement, en gros ça veut dire que quelque chose peut être beau même s'il n'est pas parfaitement symétrique, s'il n'est pas parfaitement neuf, s'il est un petit peu usé. Et j'ai un exemple qui va beaucoup de parler, je pense. Tu vois les chaussures Golden Goose, celles qui sont exprès abîmées, salies, etc. En fait, c'est typiquement la logique du wabi-sabi.
Cette logique où quelque chose pour être beau n'a pas besoin d'être tout neuf, d'être impeccable. Bon, bien que Golden Goose ce soit pas du tout japonais, qu'il n'y ait pas de confusion jusqu'à là, hein. C'est pas japonais, mais ça reprend cette même logique du wabi-sabi. L'idée c'était pas de faire une basket sale pour choquer, mais de montrer que une basket peut avoir une histoire, peut avoir du vécu, et c'est comme ça qu'elle est belle. Bref, quand tu grandis avec cette idée, tu comprends que t'as pas besoin d'avoir une tenue parfaite, une silhouette hyper bien dessinée, que tu peux laisser dépasser un pull, que tu peux superposer des pièces ensemble qui se ferment pas totalement. En fait, tu comprends que le vêtement, il a pas besoin d'être parfait, il a juste besoin de fonctionner avec toi. Donc quand tu mets ensemble l'importance de l'espace et l'acceptation de l'imperfection, tu comprends pourquoi au Japon, on ne cherche pas à coller les vêtements au corps, mais plutôt à laisser respirer. Et le layering japonais, c'est exactement ça, des vêtements qui vivent avec le corps, pas des vêtements qui le contrôlent. Et si tu te demandes à quel moment toutes ces idées de retenue, de ne pas trop en faire, d'espace, ont pris place dans le corps, laisse-moi te parler du kimono. Le kimono, il est pas du tout fait pour montrer le corps. Il est fait de forme très simple, très droite, il ne sculpte rien, il ne met rien en avant, il entoure le corps, et c'est tout. Et surtout, on ne porte jamais un kimono seul. Un kimono se porte toujours avec plusieurs épaisseurs, des tissus qui se superposent, des longueurs qui se croisent. Résultat, il y a toujours de l'air entre le vêtement et le corps. Et là, c'est hyper important parce que cette idée d'espace, c'est concrètement ce qu'on disait tout à l'heure avec le ma. Cette idée qu'il doit toujours y avoir une distance juste. Et avec le kimono, cette idée devient concrète. On crée une distance symbolique entre nous, notre corps, et le regard des autres. Ce qui est intéressant, c'est que cette distance, à l'époque, elle servait aussi à communiquer. Par exemple, rien qu'à la façon dont était noué le nœud du kimono, tu savais déjà si oui ou non une femme était mariée. Les jeunes femmes, elles portaient des ceintures longues, avec des nœuds qui étaient assez larges, bien visibles dans le dos, alors que les femmes mariées, elles avaient des nœuds plus courts, plus discrets. Donc sans poser une seule question, tu pouvais savoir déjà qui avait la bague au doigt et qui l'avait pas. En fait, le kimono, il montrait jamais rien directement, mais il suggérait. Et quand les vêtements occidentaux se sont imposés au Japon, quand le Japon s'est modernisé, cette logique n'a pas du tout disparu, elle s'est juste déplacée. Les vêtements ont bien évidemment évolué, mais l'idée de base de superposer, créer de l'espace, ne pas imposer, elle est restée. C'est pour ça que le layering, il tombe pas du ciel, il vient de bien plus loin que ce qu'on imagine. En fait, pour les Japonais, toutes ces idées d'espace, de retenue, de ne jamais déranger, c'est profondément rentré dans la culture. Si bien que ça a dépassé juste la façon de s'habiller, c'est devenu une attente sociale. En gros, à force d'être répété, une manière de se comporter, une manière de s'habiller, etc., ça devient juste une norme. Et au Japon, cette attente-là, surtout pour les femmes, elle a un nom. On parle de Yamato Nadeshiko. C'est l'image de la femme idéale telle qu'elle a été construite socialement. Calme, discrète, maîtrisée, qui prend de la place, mais jamais trop. Et ça ne concerne pas juste l'attitude ou le caractère, ça passe directement par la manière dont elle va s'habiller. Du coup, on valorise des silhouettes qui ne collent pas au corps, des vêtements amples, des volumes, des superpositions qui rendent les formes plus douces. Et là, le layering devient très concret car il permet de créer de l'air entre la peau et le regard des autres, d'être là sans trop s'imposer finalement. Et le truc important, c'est que ça, c'est pas vécu pareil par tout le monde. Pour certaines personnes, c'est un choix, c'est une manière de se sentir protégé et confortable dans l'espace public, mais pour d'autres, c'est un peu comme une norme implicite, quelque chose qu'on attend d'elle sans jamais que ça soit formulé concrètement. Et à ce moment-là, on n'est plus dans le style, on est dans le social. Et forcément, quand une société est très codée, très organisée, très maîtrisée, il y a toujours des gens qui veulent faire l'inverse. Et au Japon, cet inverse, il est archi visible, puisque on parle d'Harajuku. Harajuku à la base c'est un quartier de Tokyo, mais c'est surtout un endroit où la règle est simple, tu peux t'habiller comme tu veux. Concrètement, Harajuku c'est l'opposé du quotidien japonais. Là où dans la vie de tous les jours on s'habille pour s'intégrer, à Harajuku on s'habille pour se montrer. Les vêtements ne servent plus à être discrets, ils servent à être visibles, à exagérer, à jouer avec les couleurs, les formes, les références. Et c'est pour ça que Harajuku choque particulièrement parce que dans un espace très codé comme le Japon, c'est un endroit où tu peux temporairement sortir du cadre. Bon, mais aujourd'hui le layering, il en est où? Aujourd'hui, au Japon, le layering, c'est pas vraiment une tendance, c'est juste la manière normale de s'habiller en fait. Quand tu regardes dans la rue à Tokyo, tu vois pas en majorité des tenues full extravagantes, etc. Mais si tu regardes bien, tu vois à peu près toujours la même chose,
Des vêtements amples, plusieurs épaisseurs, des couleurs plutôt neutres, des longueurs différentes qui se chevauchent. Les silhouettes ne cherchent pas à marquer le corps, elles cherchent à l'entourer. Et surtout, une tenue n'est presque jamais pensée autour d'une seule pièce forte. C'est pas regarde ma paire, regarde ma veste, c'est plutôt tout un ensemble. Et c'est pour ça que ce style, en fait, il a pas trop de nom parce que c'est pas une tendance ou un mouvement, c'est juste le quotidien finalement. Certains appellent ça le normcore japonais, d'autres parlent de workwear ou encore de minimalisme, mais en vérité c'est juste tout le temps la même logique. Et cette logique tu la retrouves même peut-être dans des marques que tu consommes déjà. Par exemple, Uniqlo. Cette marque japonaise, elle vend pas des vêtements statement, donc des vêtements qui sont censés attirer l'attention, mais elle vend des bases. Des vêtements qui fonctionnent bien seuls, mais encore mieux quand ils sont combinés. Rien n'est censé dominer, tout est censé s'ajuster. Et il y a une autre marque qui pousse cette logique encore plus loin, on parle de Muji. Ça c'est une autre marque japonaise où on retrouve souvent pas de logo, pas de couleur tape à l'œil, des vêtements simples, faits pour durer, pour se superposer, pour rester discret. Et d'ailleurs même des marques qui ne sont pas japonaises ont compris ça. Par exemple si je vous parle d'Adidas, on voit souvent que Adidas sortent des pièces, des modèles qui sont édités Japan ou des versions spécifiques de certains modèles. Et quand tu regardes, tu comprends vite. Des couleurs plutôt sobres, des formes plutôt simples. Ce ne sont pas des pièces fortes faites pour dominer une tenue, ce sont des pièces faites pour s'intégrer. Et de l'autre côté, tu as des marques japonaises qui ont poussé le layering à son apogée. Je vais bien sûr parler de Comme des garçons. Comme des garçons, c'est une marque qui a poussé le layering, l'espace, le volume à l'extrême. Avec des silhouettes déconstruites, des superpositions inattendues, des vêtements qui ne cherchent même plus à flatter le corps. Mais la racine reste la même, ne pas coller au corps, ne pas imposer une forme et laisser de l'espace. Et ce qui est fou, c'est que cette manière de s'habiller, qui est à la base quotidienne, a fini par bouleverser toute la mode internationale. Dans les années 80, quand les créateurs japonais arrivent à Paris, ils choquent complètement. Pas avec des couleurs flashy, pas avec des vêtements hyper sexy qui collent au corps, mais avec des volumes, des superpositions, des silhouettes qui ne cherchent pas du tout à être sexy. Mais avec du recul, on se rend juste compte qu'en fait, ils ont introduit le layering japonais, avec l'idée que le corps est entouré mais pas exposé, et qu'une silhouette doit être vue comme un ensemble et pas comme une pièce unique. Et aujourd'hui, cette influence, elle est partout, dans l'oversize, dans les silhouettes décontractées, dans les vêtements qu'on superpose, dans les outfits qui privilégient le confort. Et en fait, ce qu'on considère maintenant comme pointu ou moderne dans la mode internationale vient en grande partie de là. Le layering japonais n'a pas simplement influencé le style, il a complètement changé la manière dont on pense le vêtement. Finalement, on peut conclure de tout ça que au Japon, le vêtement n'a jamais été juste esthétique. On y trouve le layering pour s'intégrer, harajuku pour se libérer, deux réponses opposées à la même société. Et toi, quand tu t'habilles, est-ce que tu t'habilles plutôt pour te distinguer ou au contraire pour t'intégrer ? N'hésite pas à me donner ta réponse en commentaire, ça me fera grave plaisir de lire tout ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à laisser un commentaire, enfin, à m'envoyer de la force, quoi, ça me fera grave plaisir. On se retrouve très bientôt dans un nouveau Fit and Fact. À dimanche prochain!